Comment une nation peut-elle avoir une diaspora si grande qu'elle représente la moitié de sa population actuelle? C'est une question vertigineuse. Pourtant, pour la Pologne, c'est une réalité bien concrète. 1 million de personnes. C'est plus que la population entière de la Roumanie ou des Pays-Bas. C'est aussi le nombre de personnes d'origine polonaise qui composent aujourd'hui l'une des plus grandes et des plus influentes diasporas au monde, Polonia. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cache bien plus qu'une statistique. C'est une histoire de survie marquée par des invasions, des partages, des guerres et une résilience à toute épreuve. L'histoire de la diaspora polonaise n'est pas celle d'une immigration toujours choisie, mais souvent celle d'un exode forcé, un mouvement continu de gens arrachés à leur terre par les crises qui ont secoué l'Europe. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va essayer d'explorer cette histoire mouvementée. On va remonter le temps pour comprendre ce qui a poussé des millions de Polonais à quitter leur patrie, des salons parisiens du 19e siècle, où s'est inventée une Pologne en exil, jusqu'aux mines de charbon du nord de la France, des camps de réfugiés de la Seconde Guerre mondiale à la nouvelle vague d'immigration après la chute du communisme. Chaque étape nous aide à comprendre comment un peuple a pu garder son identité vivante, même quand son pays n'existait plus sur la carte. C'est le récit d'un exode qui a duré plus de 2 siècles et qui a façonné non seulement la Pologne moderne, mais aussi le visage de nombreux pays. D'abord, pour comprendre d'où vient cette diaspora, il faut revenir à un événement traumatisant qui a littéralement rayé la Pologne de la carte de l'Europe. À la fin du XVIIIe siècle, la République des deux nations, autrefois une grande puissance, est affaiblie. Ses voisins, la Russie, la Prusse et l'Autriche, en profitent en trois partages, en 1772, 1793, 1795. Ils démantèlent le pays pendant 123 ans. La Pologne n'existe plus en tant qu'État souverain. Je vous laisse imaginer une seconde ce que ça veut dire. Votre nation, votre gouvernement, vos lois, tout disparaît. Vous devenez citoyen russe, prussien ou autrichien, et on vous force à vous assimiler. La langue polonaise est d'ailleurs interdite dans les écoles et l'administration, les universités sont fermées, la culture est étouffée. C'est dans ce climat d'oppression que naît la première grande vague d'émigration, une vague politique et intellectuelle qu'on a appelée la Grande Émigration. Le déclencheur de tout ça, c'est l'insurrection de novembre 1830. On a les patriotes polonais de la partie russe, inspirés par la Révolution en France, se soulèvent pour leur indépendance. La répression du tsar est brutale, l'insurrection est écrasée dans le sang, face aux exécutions, aux déportations en Sibérie et à la confiscation de leurs biens, des milliers d'hommes et de femmes n'ont plus le choix, ils doivent fuir. Ce sont surtout des officiers, des nobles, des écrivains, des artistes, bref, l'élite de la nation. Leur principale destination, c'est la France. Paris, à cette époque, est le cœur de l'Europe libre et des idées nouvelles. La capitale française devient un refuge, un lieu où l'on peut continuer le combat. Paris devient en quelque sorte la capitale non officielle d'une Pologne qui n'existe plus. C'est là que le prince Adam Jerzy Czartoryski, chef du gouvernement en exil, installe son quartier général à l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis. C'est d'ailleurs là aussi que le poète Adam Mickiewicz, le Victor Hugo polonais, écrit ses œuvres majeures pour maintenir la flamme nationale. Et c'est là aussi que le jeune Frédéric Chopin, arrivé en 1831, compose ses mazurkas et ses polonaises, pleines de nostalgie pour cette patrie qu'il ne reverra jamais. Cette grande émigration ne représente en fait que quelques dizaines de milliers de personnes, mais son influence est assez énorme. Ces exilés fondent des institutions qui existent encore, comme la Bibliothèque polonaise de Paris. Ils se battent pour que la question polonaise ne tombe pas dans l'oubli. Ils sont la preuve qu'une nation peut survivre, même sans État. D'autres insurrections suivront, comme celle de janvier 1863,
Et chaque échec poussera de nouveaux exilés sur les routes, renforçant cette diaspora politique. Au fil du 19e siècle, le visage de l'émigrant polonais change. Le poète romantique laisse sa place à l'ouvrier et au paysan. Ce n'est plus seulement l'oppression politique qui pousse au départ, mais de plus en plus la pauvreté. On passe de la grande émigration à une émigration de masse. Je vous laisse imaginer, dans les campagnes polonaises, sous domination autrichienne et russe, la vie est rude, les terres sont rares, les familles nombreuses, et la faim est une menace constante. En même temps, l'Europe de l'Ouest et les Amériques sont en pleine révolution industrielle et ont un besoin énorme de main-d'œuvre pour des millions de Polonais, sans terre et sans avenir. Partir est la seule chance de s'en sortir. C'est le début de l'émigration za chlebem, comme on dit en polonais, qui signifie pour le pain. Les destinations de ces émigrants sont assez nombreuses. Beaucoup vont partir pour les États-Unis et des villes comme Chicago qui deviennent d'immenses centres de la diaspora polonaise. D'autres vont tenter leur chance au Brésil ou au Canada, mais un grand nombre vont rester en Europe, notamment en Allemagne, pour travailler dans les mines de la Ruhr, et surtout en France. Comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, la France est dévastée. Elle a un besoin urgent de bras pour reconstruire le pays et faire tourner ses usines, surtout les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Le 3 septembre 1919, la France et la jeune Pologne, à peine indépendante, signent un accord sur l'immigration. C'est le début d'une vague migratoire organisée et énorme. On a d'ailleurs des bureaux de recrutement français qui ouvrent en Pologne. Les affiches promettent un travail et un salaire à ceux qui veulent bien descendre dans la mine. Entre 1919 et la fin des années 20, plus de 500 000 Polonais arrivent en France et près de la moitié s'installent dans le bassin minier. Pour la plupart, ce sont des paysans, souvent illettrés, qui n'ont jamais vu une mine. Ils débarquent par trains entiers avec de simples valises en carton et l'espoir d'une vie meilleure. Le choc est assez rude. Ils découvrent un paysage noir de charbon, bien loin de leurs plaines verdoyantes. Ils sont logés dans les corons, où ils se regroupent entre eux. Ces quartiers deviennent un petit peu des petites Polognes, où la vie s'organise comme au pays. On y parle polonais, on va à la messe en polonais, on trouve des épiceries et des journaux polonais, des fanfares, des chorales, des clubs de sport voient le jour pour maintenir les traditions vivantes. C'était un peu une façon de se protéger d'un monde extérieur, souvent hostile. Évidemment, l'intégration n'est pas facile. On accuse les mineurs polonais de voler le travail des Français et de faire baisser les salaires. Ils travaillent dans des conditions terribles, au fond de la mine, pour presque rien. Les femmes, elles, s'occupent des enfants et de la maison. Leur vie est rythmée par le travail du mari et la communauté. Mais malgré tout, cette communauté va prendre racine. Une deuxième génération naît en France, grandit entre deux cultures, entre le polonais de la maison et le français de l'école. Ce sont ce qu'on va appeler les Polacs, les ch'tis polonais. Cette immigration du travail a profondément marqué des régions entières de la France et constitue le deuxième grand chapitre de l'exode polonais. La Pologne a à peine retrouvé son indépendance en 1918 qu'elle est tout de suite plongée dans la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie l'envahit. 17 jours plus tard, c'est au tour de l'Union soviétique. Pour la Pologne, c'est le début d'une nouvelle tragédie qui va déclencher une troisième vague d'émigration, celle de la guerre et de l'exil. Dès le début de l'invasion, le gouvernement polonais et des centaines de milliers de soldats fuient pour continuer le combat depuis l'étranger. Le gouvernement en exil s'installe d'abord en France, puis à Londres. Une nouvelle armée polonaise est créée à l'ouest, avec plus de 200 000 hommes. Ils se battront sur tous les fronts, dans la bataille d'Angleterre, en Afrique du Nord, en Italie, à Monte Cassino, et lors du débarquement de Normandie. Ces soldats n'ont qu'une idée en tête, libérer leur patrie. Pendant ce temps, en Pologne, la population vit un réel cauchemar. L'occupation nazie est d'une cruauté terrible.
C'est d'ailleurs en Pologne que les nazis vont construire leurs principaux camps de la mort, comme Auschwitz-Birkenau, où des millions de personnes, surtout des juifs, seront assassinés. À l'Est, l'occupation soviétique est tout aussi brutale. Des centaines de milliers de Polonais sont déportés dans les goulags en Sibérie. L'élite militaire est massacrée, comme à Katyn. En 1945, à la sortie de la guerre, le bilan est terrible. La Pologne a perdu plus de 6 millions de citoyens. Varsovie n'est plus qu'un champ de ruines. Et le drame continue. Aux conférences de Yalta et Potsdam, les Alliés redessinent la carte de l'Europe. Les frontières de la Pologne sont déplacées vers l'ouest. Ce changement entraîne de nouveaux déplacements massifs de population. Pour les soldats polonais qui se sont battus aux côtés des Alliés, le retour est malheureusement impossible. Le pays pour lequel ils se sont battus est maintenant sous le contrôle de l'Union soviétique, avec un régime communiste à sa tête. Rentrer chez eux, ce serait risquer la prison, la torture ou la mort. La plupart de ces héros de guerre sont donc forcés à rester en exil, surtout au Royaume-Uni, mais aussi au Canada ou aux États-Unis. Ils forment une nouvelle diaspora politique fermement opposée au communisme. Au fil des années, ils seront rejoints par d'autres réfugiés fuyant le régime, des intellectuels, des artistes, des militants du syndicat Solidarność dans les années 80, choisissent l'exil pour échapper à la dictature. Paris, encore une fois, accueille de nombreux dissidents. Cette période de 50 ans, de 1939 à 1989, a donc créé une diaspora très diverse, des survivants de la Shoah, des soldats trahis par l'histoire et des réfugiés politiques qui ont maintenu en vie l'idée d'une Pologne libre pendant les heures sombres de la guerre froide. En 1989, le mur de Berlin tombe et avec lui, tout le bloc soviétique. C'est un nouveau départ pour la Pologne. Le pays redevient libre et se tourne vers la démocratie et l'économie de marché. Mais cette libération, tant attendue, ne stoppe pas les migrations. Au contraire, elle lance une quatrième grande vague, et cette fois, différente des autres. Au début des années 90, l'économie polonaise est en crise. Le passage brutal au capitalisme provoque un chômage massif et une grande précarité. Les frontières sont enfin ouvertes et pour beaucoup de jeunes sans perspective, partir redevient une option. Le vrai tournant, c'est d'ailleurs cette date du 1er mai 2004, quand la Pologne entre dans l'Union européenne. D'un coup, les citoyens polonais ont le droit de circuler et de travailler presque partout en Europe. C'est un énorme appel d'air. Une nouvelle vague de migrants déferle sur l'Europe de l'Ouest. Cette fois, les destinations favorites sont le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne et les Pays-Bas. En quelques années, plus de 2 millions de Polonais partent s'installer à l'étranger. Le symbole, un peu caricatural de cette vague, est le plombier polonais qui a beaucoup fait parler en France dès 2005. Le profil de ces émigrés est très varié. Il y a des ouvriers du bâtiment, des saisonniers, des aides-soignantes, mais aussi des informaticiens, des ingénieurs ou des médecins. Contrairement aux vagues précédentes, cette émigration est souvent vue comme temporaire. Avec les vols low cost, beaucoup gardent un lien très fort avec la Pologne, y retournent souvent et parfois rentrent pour de bon après quelques années. Les raisons, évidemment, sont d'abord économiques, de meilleurs salaires, plus d'opportunités, la possibilité d'économiser pour acheter un appartement ou créer une entreprise en Pologne, mais c'est aussi l'envie de découvrir le monde, d'apprendre une langue, de vivre une expérience à l'étranger, une liberté que leurs parents n'ont jamais eue. Cette émigration massive a eu des conséquences évidemment importantes pour la Pologne. Elle a provoqué une fuite de cerveau et un manque de main-d'œuvre dans certains métiers. Elle a aussi séparé des familles, mais elle a eu aussi des effets positifs. L'argent envoyé par les émigrés a aidé l'économie et le retour de certains, avec de nouvelles compétences, a contribué à moderniser le pays. Aujourd'hui, même si l'économie polonaise va beaucoup mieux, l'immigration continue. Cette dernière vague, plus libre et connectée, a ajouté une nouvelle facette à la diaspora polonaise, la rendant plus diverse et européenne que jamais. En guise de conclusion, on pourrait dire que 20 millions, en fait, ce chiffre, c'est pas seulement une statistique. Il a maintenant un visage,
celui d'un insurgé du 19e siècle qui rêvait de liberté à Paris, celui d'un mineur aux mains usées par le charbon du nord de la France, celui d'un soldat en exil à Londres, prenant que sa patrie n'est plus libre, et celui d'un jeune diplômé qui prend un avion pour Dublin ou Berlin. L'histoire de la diaspora polonaise, la Polonia, est une épopée faite de souffrance et d'espoir. C'est l'histoire d'un peuple qui a failli disparaître et qui a trouvé dans l'exil un moyen de survivre et de protéger sa culture et de se battre pour son identité. Chaque vague d'émigration était une réponse à une crise et une blessure. De Chicago à Melbourne, de Sao Paulo à Paris, ces 20 millions de personnes et leurs descendants ont enrichi les pays qui les ont accueillis. Ils ont apporté leur travail, leur savoir-faire et leur culture. Des figures comme Maria Skłodowska-Curie, double prix Nobel, montrent l'incroyable contribution de cette diaspora. Aujourd'hui, cette diaspora, c'est un lien vivant entre la Pologne et le reste du monde. Elle est le reflet d'une identité souvent double, où l'amour pour la terre des ancêtres se mêle à la loyauté envers un nouveau pays. C'est la preuve qu'on peut être citoyen du monde sans oublier d'où l'or vient. On ne peut pas comprendre l'histoire de la Pologne sans connaître celle de son exode. Et l'histoire de beaucoup de pays ne serait pas la même sans l'arrivée de ces millions de Polonais. C'est une leçon de résilience sur la capacité d'une nation à exister bien au-delà de ses frontières. Si vous venez de cette diaspora, si votre famille a connu l'une de ces vagues, ou si cette histoire vous a touché, partagez votre récit dans les commentaires. Ces histoires personnelles sont précieuses pour comprendre la grande histoire. Et si vous voulez continuer à explorer les grandes sagas humaines qui ont façonné notre monde, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Legonia, à bientôt, do zobaczenia.